Si c'est bon pour toi, je te propose de te présenter. Ok, donc je suis un économiste de formation. Je travaille 23 ans dans la plus grande banque suisse, UBS en l'occurrence, et 17 ans comme conseiller en placement financier. Donc D'accord. moi, j'ai eu affaire à ceux qui avaient nettement plus d'argent que la moyenne, et j'ai pu voir effectivement à quel point il suffisait pas d'avoir de l'argent pour être heureux dans sa vie. Alors ça m'a paru évident. Ceux qui ont dit que l'argent ne fait pas le bonheur, j'en avais des confirmations tous les jours. Voilà, on peut être heureux avec de l'argent, oui, oui, ça c'est possible, mais s'il suffisait d'avoir de l'argent pour être heureux, ça se saurait. Hein. Ouais. Parce que là, j'ai vu que les gens qui avaient de l'argent, finalement, avaient à peu près les mêmes problèmes que tout le monde, soit des problèmes de conflits familiaux avec leurs enfants, ils se divorçaient comme les autres, des problèmes de succession épouvantables parfois, des maladies, des dépressions, des crises cardiaques, des cancers, etc. Voilà. Les gros problèmes de la plupart des gens, ils les avaient. D'accord. Alors, et certains avaient même des prises de tête, ne pas savoir comment gérer leur argent. Et puis voilà, d'autres s'en sortaient bien quand même aussi, ça existe aussi. J'ai fait ce métier trop longtemps parce que j'étais moi-même dans une prison dorée dans le Ok. sens que je gagnais pas simplement d'argent, Oui. mais une prison quand même, et que j'avais suffisamment de peur moi-même avec l'argent pour ne pas oser en sortir. D'accord. Et en 2007, j'ai quand même fait un changement important. Je me suis rendu compte que si je ne bougeais pas, j'allais crever à petit feu. Ok. J'étais tellement éloigné de mes valeurs dans ce que je faisais. Et j'ai fait un premier changement de métier en restant dans la banque. Là, j'ai commencé à faire un peu de coaching. J'ai commencé à faire de l'accompagnement de conseillers en placement de mes anciens collègues. D'accord. J'étais plutôt en soutien des directions et ça m'a permis de ces 2 ans-là m'ont permis, je dirais, de passablement augmenter mon estime de moi, de voir que j'étais capable de faire d'autres choses. J'avais beaucoup amené. Enfin, ça faisait 10 ans que je faisais du développement personnel pour moi. Et puis je voyais qu'il y a plein de compréhension de l'être humain que j'avais, que personne n'avait, et qui était très utile à beaucoup finalement. Et j'étais surtout au bon endroit en 2009 quand, suite à la crise des subprimes, ils ont supprimé 5000 jobs dans le mien. Donc j'étais Ok. licencié, j'ai perdu mon travail. Simplement, je pense à la différence de la majorité des autres personnes. Moi, j'étais content quand ça arrivait. J'ai d'ailleurs bu une bonne bouteille le soir avec un ami pour célébrer ça. Je dis enfin, j'ai vécu ça comme une poussette. Je dis enfin, je vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire, qui est de mettre plus d'humains, effectivement, d'accompagner les humains. Même si le thème de la relation à l'argent n'était pas du tout dans mes projets à cette époque-là. D'accord. C'était pas du tout l'idée qu'un jour je ferais ça. Mais en même temps, j'étais déjà depuis 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans, à ce moment-là, j'étais organisateur d'ateliers sur la relation à l'argent d'un dénommé Peter Koenig, qui est un gars qui a fait des années de recherche sur ce thème-là dans les années 80-90. D'accord. Je le faisais venir 2 fois par année. Je suivais tous ces ateliers de A à Z, tellement je trouvais ça passionnant, fascinant ce qui s'y passait. Mais voilà, pour moi, c'était un maître et j'imaginais pas pouvoir remplacer le maître un jour. Voilà, toucher le complexe de l'imposteur. Et voilà, donc ce qui fait qu'en alors que j'étais indépendant depuis peu, mais que j'avais commencé à lancer d'autres projets lors d'une petite spécialisation sur le thème de relation à l'argent en Belgique. Je me suis déplacé et je suis arrivé sur place et sans le savoir, enfin, j'avais intégré, je m'étais imprégné de sa manière de faire. J'arrivais à accompagner les autres à peu près comme lui. Puis il m'a dit c'est bon Christian, je reviens plus, tu vas faire ça à ma place. Et là c'était un peu le choc. Puis je dis bon ben essayons. Et puis, je fais un premier atelier en automne 2010. J'ai vu que j'adorais les participants aussi. J'ai fait un deuxième pour voir si c'était pas un coup de chance. J'ai vu que non, ça avait vraiment l'air de marcher. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'en ai refait quelques-uns en Suisse. Je suis allé mettre mon nez en France, où il s'avérait que les Français, l'argent, c'est tout sauf copain. C'est encore pire que la Suisse, c'est la Belgique d'ailleurs. Enfin, en Belgique, au Luxembourg, et aujourd'hui, c'est mon activité à 90%. D'accord. Voilà, le reste, c'est un autre thème qui s'appelle les principes sources, que j'aime beaucoup aussi, qui est aussi par le même Peter Koenig, qui est pour moi un génial créateur, qui donne des principes, ce qui fait que des projets fonctionnent, soient fluides et permettent de trouver la juste place pour chacun. Quelle est la personne qui est la source d'un projet? Qu'est-ce qu'elle doit absolument savoir et tenir compte pour que son projet fonctionne et quelle est la place qu'elle doit prendre par rapport aux autres et les autres par rapport à elle. Donc j'anime ça aussi à Paris, à Lyon, à différents endroits. J'adore ça et c'est très impactant. Et je fais un petit peu de constellation systémique familiale avec mon épouse ici à la maison aussi, à mon domicile. Donc voilà à peu près mes activités aujourd'hui. Donc j'ai écrit 3 livres. Le premier, Ce que l'argent dit de vous, c'est mon livre référence sur la relation à l'argent. Mhm. Un deuxième en coécriture, Enfin l'idée de soi-même. Oui. Voilà, j'ai un travail un livre plus introspectif. Et puis un troisième livre, Le défi des 100 jours avec Lilou Massé sur libérer son rapport à l'argent et s'ouvrir à l'abondance. Mais qu'un Ok. livre d'exercice sur 100 jours en fait. D'accord. Donc vraiment pratique quelque part. Chaque jour un exercice, absolument. Ouais. Ok. Super. Merci Christian.
Du coup, si c'est bon pour toi, j'enchaîne avec les questions. Bien sûr. Alors, j'en ai une première qui est issue de ce que j'ai pu voir au cours de mes accompagnements. C'est que notamment les personnes qui ont une famille à charge, donc Oui, des enfants, ou une maison avec un crédit, ben, quelque part ont énormément de réticence à quitter leur travail pour un nouveau qui leur plaît davantage, parce qu'ils se disent, ben, si du coup la période d'essai n'est pas renouvelée, je me retrouve ben, sans rentrée d'argent. oui, tout à fait. C'est-à-dire que à un moment donné, ça veut dire qu'ils préfèrent une forme de sécurité euh, à, à plus de vie dans leur vie, j'ai envie de dire. D'accord. Hein, parce qu'en général, s'ils ont envie de changer, c'est quelque chose qui leur plaît plus. S'ils prenaient leur pied dans leur travail, ils ne songeraient même pas à changer. Hmm. Donc, ça, c'est un des grands classiques, je dirais, alors, ou pour ceux qui veulent changer de job, ou pour ceux qui veulent devenir indépendants. C'est de dire, je le ferais bien, mais je peux pas parce que j'ai des enfants à charge, parce que j'ai un nom sympathique pour les enfants, dès qu'il y a les enfants sont des charges, en quelque sorte. Ou effectivement, on achète une maison près de chez soi, se sentir plus libre, et je dirais le financement de la maison devient notre prison, en quelque sorte. Hmm. Donc, c'est assez paradoxal, hein, parler de prison et maison d'ailleurs. Hein. Voilà, mais c'est vrai, le financement devient notre prison parce que je ne peux pas faire n'importe quoi parce que j'ai la maison. Tu vois. Et en fait, c'est-à-dire qu'en même temps, ça veut dire qu'à un moment donné, on est prêt à se sacrifier pour les autres, nos enfants, ou pour la maison. Et, et là, il y a quelque chose qui est pas juste, parce qu'il y a pas juste vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire qu'on ne se donne pas l'attention que l'on mérite. Donc, ce qui est vraiment important d'aller voir, c'est que aussi longtemps, parce que quand j'ai perdu mon job, je me souviens des collègues me disaient, ouais, je serais bien comme toi si j'avais pas les enfants à charge, hein, cette fameuse expression. Et je les entendais, mais je ne les croyais pas. Parce que je vois que c'est une raison, une excuse qu'on se donne qui est à l'extérieur de nous. Je n'y peux rien, tu vois, il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui s'appelle les enfants à charge de la maison, et je peux pas changer à cause de ça. Et si je le dis, c'est parce que j'aurais pu dire la même chose pendant des années, et en fait, quand j'ai perdu mon job, j'avais 2 enfants sur mes 3 qui étaient aux études, c'est le moment où ils coûtaient le plus cher, et à ce moment-là, ça posait zéro problème. Parce que intérieurement, j'étais prêt à faire ce changement, j'avais musclé mon estime de moi, j'avais cette confiance que de toute façon, quoi qu'il arrive, je saurais rebondir et ça fonctionnerait, que avant j'étais très insécure, et mon insécurité faisait que j'allais trouver des raisons à l'extérieur. Mais aussi longtemps qu'on cherche des raisons à l'extérieur, c'est une manière détournée de ne pas aller voir que c'est à l'intérieur que ça se passe. Que vraiment que, parce qu'autrement, si c'était vraiment ça le problème, 100% des gens qui auraient cette situation ne changeraient pas de travail. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que je connais, j'ai un couple d'amis à 35 ans, 2 petits-enfants, ils sont partis, les deux, ils ont quitté les deux en même temps leur job, des beaux salaires en plus pour se mettre à leur compte. Enfin, je connais plein d'exemples de gens qui le font et c'est possible. Donc, D'accord. Donc, c'est pour ça vraiment de voir que ça vient réveiller des peurs et c'est à s'occuper de ces peurs-là. Autrement, je vais rester d'une prison, je trouverai toujours une autre raison en fait. d'accord. Si je comprends bien, ça revient à ne pas prendre ses responsabilités en disant je ne peux pas faire ce que j'aime à cause de raisons extérieures. Ouais. Et du coup, changer ça et prendre ses responsabilités, ça ramène les gens à des peurs qu'ils doivent dépasser. Alors voilà, quand ça parle de responsabilité, effectivement, d'être capable de voir, oui, c'est chez moi, en moi, qu'il y a encore trop d'insécurité, trop de peurs qui sont réveillées. Au moment où je prends cette responsabilité-là, je peux aller m'en occuper. Mais tant que je vois une raison extérieure, j'ai rien à m'en occuper puisque je suis victime d'une situation. Donc, on n'a Alors pas là, de je pouvoir. redeviens responsable de la situation et je peux m'occuper de cette partie-là, de muscler ma confiance en moi, mon estime, ou d'aller voir les peurs qu'il y a derrière pour pouvoir les traverser, tu vois. Oui, C'est pour ça que c'est important d'aller voir. d'accord. Donc, ça permet de prendre sa responsabilité et du coup d'être en mesure d'agir sur sa situation pour l'améliorer. Absolument, de devenir acteur. Parce qu'autrement, tu es juste une victime. Ok. Et du coup, concrètement, comment ça peut se passer, cette transition entre je quitte mon job, par exemple, pour un métier d'indépendant? Est-ce que, il faut préparer le terrain en amont? Est-ce que, comment ça se passe, les gens que tu as connus, Christian, ou que tu connais, comment ils ont géré cette transition et comment même toi, tu l'as géré à ton niveau? Alors, bon, ben moi, ça arrive un peu soudainement. Après, j'ai été payé pendant quelques mois, ça m'a fait du temps aussi. Même si c'est quelque chose qui me titillait dans la tête depuis un moment. Mhm. Mais bien sûr qu'il n'y a pas l'idée de... alors bon, bien sûr, sauf si on passe d'un travail salarié à salarié, malgré je veux dire l'épée de Damoclès de la période d'essai. Ok, je fais un petit signal, voilà. Malgré la période d'essai, l'épée de Damoclès de ça. Mais simplement, ce que je veux dire par là, c'est que
Bien sûr qu'on quitte pas en faisant n'importe quoi. À chaque fois qu'on va quitter les choses sur un coup de tête, ça part pas du bon endroit. Ça, c'est plutôt un endroit réactif. Donc, les choses se préparent. Les choses se préparent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ben oui, on va prendre des cours pendant un moment à côté, on va commencer à tout cas trouver une forme d'expertise, peut-être qu'on avait déjà ou qu'on a mis en place, comme moi je l'ai fait pendant 10 ans, en faisant plein de cours, des dizaines de jours de cours par année, en étant en bossant à 100%. Donc, même si c'était pour moi, quelque part, j'étais en train de préparer une expertise dans d'autres domaines, si tu veux. Je suis un spécialiste de la communication non violente, entre autres, par exemple. D'accord, oh, super. Ouais, j'ai fait moi 120 jours de formation, tu vois, c'est pas juste quelques 2-3 modules, tu vois. Ouais, je respecte. Et en fait, donc ça se prépare. Simplement l'erreur, ça serait de croire que il y a des personnes qui disent, tu vois, je prends l'exemple typique, c'est des personnes qui ont un travail, qui leur prennent déjà beaucoup de temps, et puis à côté, ils vont peut-être ouvrir un cabinet d'accompagnement, coaching, sophrologie ou je ne sais pas quelle thérapeutique, tu vois, et qui aimeraient avoir suffisamment de clients pour pouvoir en vivre tout de suite. Et c'est juste pas possible. C'est-à-dire que le peu d'espace qui te reste, ben, tu peux avoir quelques clients par semaine, mais pas suffisamment pour faire une transition d'un coup et que ça fonctionne. Ouais. Ils aimeraient être rassurés par l'extérieur sur un autre client avant de lâcher. D'accord. Tu vois, c'est comme si je lâche une branche, je veux être sûr de tenir l'autre branche déjà pour pouvoir la lâcher. Et en fait, ça marche pas ce truc-là, parce que ça part encore une fois d'une histoire de peur. Alors, parfois, pour certains, ça peut être de diminuer le temps de travail, puis d'ouvrir l'espace à plus de temps pour débloquer autre chose. Ça peut se faire en plusieurs fois, c'est pas obligé d'être brutal, mais c'est possible. En plusieurs fois, ou alors, effectivement, moi, ce que je vois, c'est que au moment où je crée de l'espace, en l'occurrence en moi, l'extérieur va m'amener tu vois, parce que c'est, au moment où je fais ce premier pas de lâcher, je donne un signal de confiance à l'univers. À la vie. Je donne un signal de confiance et ce signal de confiance-là va engendrer autre chose. Je suis plus dans la peur. Et le vide que je vais créer pour m'ouvrir autre chose fait qu'il y a d'autres clients qui vont arriver. Mais ça part d'un endroit de confiance et pas d'un endroit de peur. Aussi longtemps, tu vois, je suis dans la peur, je dois avoir assez de clients pour lâcher et reprendre. Peut-être tu auras assez de clients pendant 2 semaines, puis après il y aura moins de visites et puis tu vas commencer à être stressé, paniqué et finalement la peur va reprendre le dessus parce que la peur devient le moteur en quelque sorte de mes actions. Donc, de toute manière, on en revient encore une fois à l'intérieur. Tout part de l'intérieur. Encore une fois, tout part de l'intérieur et c'est mon intériorité qui donnera la couleur à ce que je ferai à l'extérieur. D'accord. Donc, si je comprends bien, Christian, ça revient à dire que on va prendre conscience de ses peurs, on va prendre ses responsabilités, on va commencer à se dire, ok, j'ai tel objectif, qu'est-ce que je peux faire pour l'atteindre? Et on va petit à petit commencer à construire, soit en se formant, soit en demandant à réduire son temps de travail pour s'y libérer plus de temps, afin de progressivement changer d'orientation professionnelle éventuellement. Oui, par exemple, tout à fait. Ou alors mon projet est tellement mûr et clair que je sens que je peux y aller à plein temps parce que j'ai vraiment confiance, etc. Et puis peut-être un petit battement financier qui me permet de tenir le coup quelque temps aussi. D'accord. Donc, d'accord, très bien. Donc, si par exemple pour changer de travail, ça pourrait être faire une rupture conventionnelle. Oui, par exemple, tout à fait. Ouais, voilà, ce qui laisserait entre 2 et 3 ans d'allocation de chômage pour assurer un petit coussin derrière. Certains, des fois, demandent un sabbatique pendant quelques temps pour tester aussi, tu vois, s'ils arrivent aussi, pour voir, voilà, ça peut, en fonction de ce qui est possible, c'est avoir de cas en cas, bien sûr. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est pas de se laisser bloquer par ses peurs, mais c'est au contraire de chercher des solutions pour cette transition. Voilà, d'aller voir ses peurs, d'aller libérer, en tout cas un maximum, et puis pouvoir gagner en confiance. D'accord. Ok, merci Christian. Donc j'ai une seconde question. Vas-y. Où je rencontre des personnes qui sont très bien payées, mais par contre qui font un travail qu'elles n'aiment pas. Oui. Et ces personnes ont beaucoup de réticence à changer, parce qu'elles se disent, si je prends un boulot qui me plaît davantage, je risque de perdre au niveau financier. Oui, c'est ce que j'appelle la prison dorée, dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça. La prison dorée, tu as l'endroit où tu as un bon revenu, donc tu as peut-être une vie matériellement assez confortable, mais il n'empêche que le lundi matin, ça te fait chier d'aller bosser, tu te réjouis du vendredi soir, et puis ça dure des années comme ça. Ouais. Et là, souvent, quand j'entends ces personnes-là, je leur dis, mais si tu as un fils ou une fille, est-ce que tu leur diras, trouve-toi un boulot bien payé, même si tu t'emmerdes, et tu vas tirer ça 30 ans, 40 ans, ou tu vas lui dire, trouve-toi quelque chose qui te passionne, même si tu gagnes un peu moins, c'est ça qui donne du goût à la vie.
Si tu es vraiment honnête, c'est quoi que tu lui dirais à l'autre? Et je peux te dire combien de fois je vois que les choses qu'on dirait aux autres, c'est pas ce que je fais moi, quoi. Ouais. Tu vois, ou à ton meilleur ami, tu lui dirais quoi? Maintenant, écoute, fais pas le con, continue de t'emmerder au boulot, quoi, même si tu gagnes bien. Tu vois? Et je pose ces questions, et la plupart du temps, la réponse, elle est évidente, quoi. Je dis, ok, alors qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un moment donné, encore une fois, c'est un choix de vie. Alors, c'est le choix de vie, c'est de dire, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? C'est mon confort matériel ou c'est prendre mon pied au quotidien, quoi. Hein, moi, depuis que je fais mon activité aujourd'hui, je peux dire en 7-8 ans, il n'y a pas un jour où je me suis dit, ah merde, aujourd'hui je travaille, quoi. D'accord. Il y a peut-être des jours où je suis un peu plus fatigué, ça peut arriver, mais vraiment, voilà, pour moi, il n'y a plus de différence entre un vendredi et un lundi, il n'y a plus de différence du tout, quoi. Parce qu'à un moment donné, j'ai pas l'impression de travailler, j'ai une activité qui me passionne, ça pourrait être un loisir, ce serait la même chose. Moi, je dis pas que des fois il y a trop, des fois à gérer, que j'ai un peu de peine, ça arrive, bien sûr, mais c'est pas le métier, c'est des fois les horaires que je m'inflige, tu vois. Je suis mon propre patron, je suis mon propre tyran, mon propre bourreau, je suis pas mal des autres. Une belle Donc, chance. voilà, simplement d'aller voir qu'en fait que c'est, on est vraiment sur des questions de valeur, quoi. C'est quoi le plus important? Mais ça touche beaucoup de monde. Et ça, c'est le piège, en fait. C'est que plus on est payé, plus on a à perdre. Parce que, peut-être de ce qu'on va perdre, peut-être c'est du confort matériel, peut-être ce qu'on va moins partir en vacances, moins loin, peut-être qu'il n'y aura plus d'école privée pour les enfants, ou peut-être qu'il n'y aura plus la grosse 4x4 qui en jette, ou bien peut-être qu'on va réduire une voiture, et peut-être des choses comme ça. Mais ce que je me rends compte, c'est que systématiquement, et je peux vraiment dire systématiquement, ceux qui font ce qu'ils aiment et qui arrivent à générer suffisamment d'argent pour en vivre correctement, qui vivent correctement, hein, pas dans la galère, parce qu'il y en a dans la galère, qui ont des relations à l'argent saboteuses, malheureusement, mais qui arrivent à en vivre correctement, ils me disent, mais il y a plein de choses qu'avant, je voulais vivre, que je cherchais à l'extérieur, de le matériel, des trucs dont c'est plus nécessaire, parce que je suis tellement nourri par mon travail que je n'ai plus besoin de chercher des compensations à l'extérieur. Plus on s'emmerde dans notre vie, plus on cherche des compensations à l'extérieur. J'ai vécu à la banque plein de personnes comme ça qui sont juste à construire une vacance après l'autre, tu vois, ils ont toujours leur projet de vacances pour tenir le coup. Oui. Et les vacances, c'est la bouffée d'oxygène, ouf, une bouffée d'oxygène, et après ils font la gueule le moment où ils prennent le boulot pour tenir le coup jusqu'aux prochaines vacances. C'est pas ça la vie, quoi. C'est pas ça la vie. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait une erreur sur la conception de la vie, et forcément, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, ça peut paraître normal. Non, c'est pas normal, c'est habituel, c'est pas la même chose. Ok. Ok. Donc quelque part, on a été éduqués comme ça. On a eu des modèles comme ça, peut-être des parents qui ont travaillé dur, qui sont pas, voilà, qui sont pas autorisés à se faire plaisir, peut-être bien, et c'est pour ça qu'on croit que c'est la normalité, parce que la majorité font comme ça. Non, c'est habituel, mais c'est pas normal. Et j'aime à dire que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer dans la vie. C'est important de s'en souvenir. Ouh, c'est-à-dire. Je sais pas, tu notes, tu peux enregistrer, hein, ça enregistre, ok pour moi. Oui, mais en fait, je prends des notes pour des questions que je vais te poser après parce que j'ai envie de rebondir sur des remarques pertinentes que tu as faites. C'est-à-dire que si tu veux, ce que je vois moi, c'est que pour beaucoup de personnes, l'argent est ce qui les empêche de se déployer dans la vie. C'est-à-dire, ils agissent pas parce qu'ils se disent j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, j'ai des peurs en lien avec l'argent. Je ne gagnerai pas assez, ça va pas marcher. S'il y a un échec financier, les dégâts, j'ai trop peur des conséquences. Enfin, tu vois, Ouais. l'argent, le frein, le blocage, en quelque sorte. Au sens large. Enfin, c'est dans ce sens-là. Donc, l'argent et le frein et le blocage, c'est comme ça qu'ils sont perçus, parce que s'ils avaient assez d'argent, certains le feraient. En tout cas, s'ils étaient sûrs qu'il n'y aurait aucun problème d'argent qu'on peut leur garantir, ils le feraient. Ouais. Mais voilà, mais simplement, ils ne le font pas parce que l'argent est un gros frein. Et je disais, l'argent n'a pas été inventé pour ça. L'argent a été inventé pour d'autres raisons, entre autres pour faciliter les transactions entre un acheteur et un vendeur, pour avoir un étalon commun pour donner un prix aux choses. C'est pour ça que l'argent a été créé, mais pas pour nous empêcher de nous déployer. D'accord. Donc, si l'argent m'empêche de me déployer, ça montre bien quelque chose qui n'est pas OK dans mon rapport à l'argent. Ok, donc on en revient à chaque fois à la personne et quelque part tous les blocages qu'on peut ressentir par rapport à l'argent ou à ces changements de vie professionnelle, ce sont des blocages personnels quelque part. Bien sûr. Parce que, encore une fois, si 100% des gens dans la même situation font la même chose, ok, dans ce cas-là, c'est une loi, on ne peut rien y changer. Ok. Mais dès le moment où il y a 5% ou 10% des gens qui osent faire autre chose, et puis ça marche, ils prennent leur pied, ça montre que c'est possible, c'est pas une loi. D'accord. Ah, j'aime bien là, cette technique du contre-exemple. Hein? Ouais.
Je connais des gens qui partent sac à dos, faire le tour du monde avec zéro euro en poche, hein, ils se démerdent, quoi. Ils font du stop, des machins, ils font du petit travail en route. Ça existe, il y a plein d'exemples comme ça. Donc, alors que d'autres diront, le jour où j'ai cet argent-là, je ferai ça. Ils le font jamais la plupart. Donc, ils font dépendre des choses de l'argent, alors que d'autres, ils disent, moi, je fais ça et j'ai confiance qu'il y aura toujours assez pour que ça fonctionne. Je ne veux pas dire que ça sera tous les jours facile, mais tu vois, c'est encore une fois une autre manière de voir les choses. Donc, quelque part, c'est le fait de, oui, de faire ce qu'on aime et ce dont on a envie, tout en acceptant le risque de moins vivre, enfin, d'avoir un niveau de vie moins élevé ou de risquer, etc., quoi, quelque part. Oui, bien sûr. De toute façon, quand on reste dans quelque chose qu'on n'aime pas, on est déjà en situation de risque. Situation de risque de tomber malade, de faire un burn-out, voilà, c'est les meilleurs. C'est là qu'on a le plus de chances de ce genre de choses-là, parce qu'à force de tenir le coup, y a pas de, j'ai jamais vu de statistiques, mais alors beaucoup de gens me le confirment, c'est que le nombre de gens gravement malades, voire qui meurent l'année après leur retraite, c'est bien plus que la moyenne. D'accord. Mais on va pas nous le montrer, on va pas nous le dire parce que socialement c'est pas acceptable. Ça c'est trop parlant. Là, quand tu tiens le coup, t'as comment t'as la corde qui pète, quoi. Ouais, j'entends. Et il y a une autre question, enfin une autre remarque que tu as faite, Christian, qui m'a intéressé, c'était les relations à l'argent saboteuses. Oui. Tu peux m'en dire plus? Ok, alors si tu veux, dans les travaux de Peter Koenig, il a défini qu'il y a principalement trois grandes catégories de relations à l'argent. Il y a ce que j'ai appelé d'abord l'écureuil, ce que j'ai fait moi. L'écureuil, c'est ces personnes qui veulent économiser, qui mettent de l'attention à économiser, parce que inconsciemment, elles projettent, donc l'économie est un but en soi, hein, inconsciemment, elles projettent une partie d'elles positive sur l'argent. Moi, j'ai projeté, longtemps, j'étais dans ce fonctionnement-là, j'ai projeté ma sécurité sur l'argent. D'accord. Certains projettent leur liberté sur l'argent. Donc, autrement dit, ils font dépendre leur niveau de sécurité, leur niveau de liberté sur l'argent. Donc, la croyance, plus l'argent, plus je serai sécure, plus l'argent, plus je serai libre, plus l'argent, je serai indépendant, autonome, heureux de ma vie, je ne sais pas quoi. Donc, tu vois, on fait dépendre quelque chose de soi sur quelque chose d'extérieur. D'accord. C'est comme si je fais dépendre mon bonheur, je peux être heureux que si je suis avec mon épouse, quoi. Si je suis en couple, donc je fais dépendre mon bonheur de quelque chose d'extérieur et que c'est possible sans ça. Tu vois, il y a un lien de dépendance qui se crée. Ouais. Donc, là-dedans, si tu veux, c'est le même piège. Le même piège, c'est que c'est parce que je suis pas encore assez insécure intérieurement, autrement dit, je suis encore insécure, que j'essaie de compenser ce qui manque à l'intérieur par de l'argent. Okay. D'autres qui se sentent pas suffisamment libres de faire ce qui est bon pour eux, hein, y compris, en général, la plus grande prison qu'on a, c'est le regard des autres, qui se sentent pas libres de faire les choix qu'ils veulent, de dire ce qu'ils pensent ou d'arrêter de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire parce que ils veulent pas créer des problèmes. Donc, on essaie de compenser ce manque de liberté par de l'argent, par exemple. Donc, on va chercher de l'argent, on va économiser c'est inconscient, hein, ce fonctionnement est inconscient. D'accord. Mais on essaie de compenser autre chose qui manque à l'intérieur. Donc, ces gens-là, c'est ces gens typiquement qui, eux, ont besoin de réserves, de beaucoup de réserves pour oser faire le pas parce que c'est un mouvement qui est basé sur des peurs, si tu veux. D'accord. Donc, souvent, et d'ailleurs, c'était mon cas également, j'ai vu des multimillionnaires qui ont peur de manquer tous les jours. C'est-à-dire que la peur de manquer, c'est absolument pas rationnel. Il y a plein de gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont peur de manquer. Donc, économisent encore et encore et encore. Il y aura jamais assez d'argent pour compenser cette peur. D'accord, c'est un cercle vicieux quelque part. Absolument, tout à fait. Ça marche un moment, puis comme ça marche pas longtemps, il faut vite un peu plus. C'est comme c'est comme sa dose de drogue, tu vois. C'est jamais suffisant. Donc, vraiment la dépendance. Voilà. Donc, ces gens-là, si tu veux, comme ils ont besoin d'avoir leur réserve, leur matelas, ils ont besoin d'avoir leur réserve, et en même temps, le paradoxe, c'est qu'ils sont pas prêts à toucher aux réserves. Donc, comme je dis toujours, si vous voulez des réserves et vous n'êtes pas prêts à y toucher, c'est pas des réserves. C'est de l'argent bloqué et figé. Mais une réserve, c'est fait pour aller taper dedans, quoi. D'accord. Parce que le réserve, elle représente quelque chose d'autre que de l'argent, leur sécurité, leur liberté, leur autonomie, ou leur. Donc, y toucher, ça reviendrait à perdre comme si on perd son compagnon ou sa compagne. Et ça génère beaucoup d'insécurité, génère beaucoup de peur d'être coincé, d'être prisonnier de situation, des choses comme ça, tu vois. Donc ça c'est les écureuils. Donc eux, effectivement, ils se lanceront jamais s'ils n'ont pas plein de sécurité, quoi. Ils vont chercher plein, ils vont vouloir contrôler tout le truc avant éventuellement de se lancer. Ok. Et après il y a le saboteur. Alors, le saboteur, ce sont des personnes qui, eux, ont de la peine à attirer de l'argent. Autrement dit, qui inconsciemment auront des actes qui ne leur permettent pas d'attirer autant d'argent qu'ils le pourraient.
Ah, C'est-à-dire que, par exemple, des indépendants qui sont excellents dans leur boulot, mais qui facturent pas, hein, et j'en vois, hein, qui facturent vraiment pas qu'une année de retard, 6 mois, une année, 2 ans de retard, qui ne contrôlent pas les entrées d'argent, qui n'envoient pas de rappel, qui font des devis avec des montants systématiquement inférieurs à la valeur du travail, mais ils facturent que le devis, qui font des rabais pour un oui, un non, enfin, toute une série, ou qui aura accès à des aides, à des soutiens au moment où ils lancent leur projet, ou des histoires familiales ou professionnelles, et qui ne font pas les démarches qu'il faut pour avoir accès à l'argent qui leur est dû. Tu vois, donc c'est dans ce sens-là que inconsciemment, ils ont tendance à garder l'argent à distance parce que ces gens-là ont une ou plusieurs projections uniquement négatives sur l'argent. Ils ont une perception de l'argent négative. Ils voient l'argent comme une source de conflit, l'argent comme une injustice dans le monde, l'argent comme quelque chose de sale, des choses comme ça. C'est inconscient et qui font que inconsciemment ils gardent l'argent à distance. Alors ils galèrent financièrement ces gens-là parce qu'ils vont quand même se battre pour en avoir un peu pour vivre, survivre plutôt. Mais en même temps, de loin pas autant que l'énergie qu'ils déploient mériterait en quelque sorte. donc quelque part, c'est vraiment une croyance négative qu'ils ont par rapport à l'argent. Complètement. Mais encore une fois, pour beaucoup, c'est complètement inconscient également. Et peut-être parce qu'on leur a dit dans leur enfance, dans la famille, l'argent c'est pas bien, c'est sale, lave-toi les mains quand tu touches l'argent, enfin des trucs, tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Donc ils ont une perception vraiment négative de l'argent. Donc ces gens-là, si tu veux, moi j'en ai beaucoup qui se lancent, qui se lancent dans leurs activités, puis qui galèrent, qui n'arrivent pas à gagner assez d'argent, qui vont revenir d'un travail alimentaire, parce que, encore une fois, c'est pas leur talent, leur don, leur capacité qui est en cause, c'est une relation à l'argent saboteuse qui leur empêche de gagner de l'argent, de fixer un prix qui valorise vraiment leurs prestations. D'accord. Et du coup, il y avait aussi un troisième type, c'est ça, Oui, Christian? le troisième mouvement, c'est montagne russe, un peu plus compliqué parce que c'est un mélange des deux. Ouais. C'est des personnes qui ont des périodes d'économie comme l'écureuil, et périodes ou des situations où ils vont se débarrasser de leur argent, l'argent va foutre le camp. Donc c'est en haut, puis la chute verticale en bas, en haut, en bas. Alors c'est des personnes qui ont au moins une projection positive sur l'argent en phase de hausse, Ouais. et au moins une projection négative, phase où ils se débarrassent de leur argent. Mais se débarrasser, donc c'est pas gagnant, hein, c'est pas des achats réfléchis qui amènent de la plus-value dans leur vie. Ouais. C'est ou des situations, une faillite, un divorce qui tourne mal, un accident, une maladie. J'ai vu des gens devoir fuir leur pays, ils ont dû tout laisser sur place. Ça fait des gros trucs comme ça. Mais d'autres personnes qui me disent c'est incroyable, dès que j'ai un peu d'économie, il m'arrive une tuile, la voiture, moteur de la voiture qui pète, des travaux à faire dans la maison, un retour d'impôts à payer, des frais scolaires d'enfants, je sais pas quoi, imprévus, enfin, ou mon père, je dois prêter de l'argent à mon père. Donc c'est comme si, inconsciemment, on a créé des situations où on n'avait pas droit à l'argent, où l'argent allait foutre le camp, ou qui vont attirer des personnes qui vont les rouler, tu vois, parce qu'ils vont acheter un truc immobilier qui est fictif, et puis ils vont dépenser 10 000 euros pour jamais voir un retour, des gens de fonds malhonnêtes, je sais pas quoi. D'accord. Donc ces gens-là font des hauts et des bas, plus ou moins récurrents, ça dépend des cas. Mais simplement, mon père a fait 2 faillites. Donc, Okay. tu vois, une belle situation, puis un coup faillite, parce que la relation à l'argent n'était pas OK du tout. Belle situation, puis faillite, quoi. Donc, voilà. Donc, il passe donc, des fois, comme une non-autorisation à réussir, par exemple. Wow. Ok. Mais c'est encore une fois inconscient, hein. Moi, j'ai une famille où tous les hommes qui sont mis à leur compte ont tous fait faillite sans exception. Et je peux te citer les 3 quarts de la famille. Hein. Donc, si tu veux, moi, je suis pas meilleur qu'eux, je suis le premier à le voir et je suis le premier à le traiter. Autrement, je ferais comme eux. Donc, simplement, je peux voir qu'il y a une sorte de schéma récurrent qui se répète chez les hommes, génération après génération. D'accord. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même modifier ces schémas? Bien sûr, c'est une partie de mon boulot, c'est de travailler sur la déloyauté familiale, s'autoriser déloyal à des fonctionnements précis sur certains aspects, absolument. D'accord, donc ça revient à dire, ok, on m'a inculqué cette façon de penser, aujourd'hui cette façon de penser me dessert et ne m'est pas avantageuse, du coup je m'en débarrasse et je la remplace par une autre façon d'agir. Absolument. Ouais. Donc la déloyauté, c'est pas un non-respect ou un désamour pour ceux qui ont fonctionné comme ça, c'est une autorisation qu'on se donne à faire autrement. Waouh, ok, c'est beau ça. Oui, dans le sens qu'il n'y a pas de rejet qu'il y a derrière. Ouais. C'est vraiment, je respecte pleinement vos choix, voilà, mais ce ne sont pas les miens aujourd'hui, moi je m'autorise à faire autrement. Je m'autorise à réussir sans avoir à en payer le prix de ma situation en l'occurrence. D'accord, d'accord. Et du coup, est-ce que ça peut avoir des conséquences par rapport à la famille, ce genre de décision? Tu dis non, en principe pas, parce que bon, déjà la loyauté, tu vas pas le dire devant les personnes concernées, c'est un travail que tu peux faire de toi à toi, si tu veux. Hein. D'accord. Okay. Donc c'est pas. Mais après, tu vois, on peut être déloyal à des croyances
sur le travail, qu'il faut travailler dur pour réussir, on peut être déloyal à des croyances sur les riches, que les riches sont tous des malhonnêtes et des profiteurs, c'est ce que j'ai entendu par exemple, parce que c'est des gens qui vont pas s'autoriser à gagner beaucoup d'argent parce qu'inconsciemment ils ont peur de devenir riches et de passer pour des malhonnêtes et des profiteurs. D'accord. Donc, tu vois, c'est toutes des choses moi, c'est tous des mécanismes que je viens démonter pour justement s'autoriser à toujours plus grand avec toujours moins de blocages, d'obstacles invisibles, en fait. D'accord, donc quelque part, tu casses les barrières que se mettent les gens à propos de l'argent. Tout à fait. Ouais. L'argent est même plus vaste que l'argent. J'ai argent, travail, voilà, réussite et tout ça. Ouais. D'accord, ok. C'est lié pour moi. Ouais. Super. Et j'avais une dernière question. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est en recherche d'emploi ou qui est en poste et qui désire changer, peu importe les contraintes qu'il ait, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil Alors, moi je dirais que le conseil que je donnerais, c'est qu'il cherche l'endroit, le poste où il sent que ça le fait le plus vibrer à l'intérieur, que ça crée de l'enthousiasme. Ouais. Parce que pour moi, l'enthousiasme, c'est un niveau d'énergie différent de quelque chose de les épaules, tu vois, qui tombent. Ouais. Et voilà, et qui cherche vraiment ça. Et après comment dire ça? L'enthousiasme, il s'alimente, il s'entretient, si tu veux. Hein, c'est pas parce qu'on l'a au début, donc c'est vraiment chaque fois rechercher le sens, vraiment se mettre en lien avec le sens. À quoi j'ai envie de contribuer? Parce que les êtres humains sont très en lien avec le sens. Quand nous mettons de l'énergie à quelque chose, on a l'impression que ça ne sert à rien. C'est extrêmement déprimant. Donc vraiment être en lien de à quoi j'ai envie de contribuer, à quoi l'énergie que je mets contribue à faire une différence dans la vie d'autres personnes. Voilà. Donc ça peut être autant parce que je vais construire des choses, je prends un exemple, je peux construire des choses, des robots ménagers, puis je vois que ça facilite le travail de beaucoup de personnes. Donc pour moi, ça donne du sens parce que je vois que ça t'amène un plus. Bon, si c'est de l'armement, c'est plus compliqué, on est bien d'accord. C'est bien, moi j'ai plus de réponse à cette question. Hein. Moi, par rapport à un placement, oui, je peux bien voir que j'ai aidé mes clients, mais en même temps, je voyais bien que ça ne contribuait pas à une société meilleure. Donc, pour moi, c'est plus possible de continuer dans ces conditions-là. Mais donc, chercher la vibration, un enthousiasme intérieur, vraiment se mettre en lien avec à quoi j'ai envie de contribuer. Et puis, j'avais dit une troisième chose quand même, c'est que s'il y a des peurs, allez s'en occuper. D'accord. Donc, si je résume bien, Christian, c'est trouver quelque chose qu'on aime, qui nous fait vibrer comme travail, être orienté sur la finalité, qu'est-ce que ça va apporter, notamment aux personnes extérieures pas forcément qu'à nous, mais aussi aux autres. Oui. Et aussi d'identifier nos peurs pour s'en libérer et pour continuer à avancer sur ce chemin-là. Voilà, ça fait pour moi un moyen de peur pour se sentir libre. Ouais. Génial. D'ailleurs, je dis ça parce que l'intéressait aussi. Peut-être mon épouse a fait ça pour elle parce qu'elle a quitté un job où elle se plaisait plus du tout. Elle a donné son congé parce que ça devient impossible pour elle. Elle a beaucoup souffert, mais elle ne voulait pas le voir parce qu'elle était aussi dans une forme de prison, de peur et tout ça. Et ne sachant pas vraiment quoi faire, elle a fait un truc qui s'appelle ICS, Implicit Career Research, donc c'est un truc anglais, se réaliser professionnellement, autrement dit. D'accord. Et qui permet vraiment aux personnes d'aller toucher à ce qu'eux appellent le reste, son essence. Oui. Voilà, ses talents, vraiment au fond, ce qui fait vraiment cette pépite qu'on a chacun unique, qui fait vibrer, et de pouvoir en créer un projet professionnel derrière, qui peut être indépendant ou salarié. Donc c'est vraiment un parcours qui se fait là. Et elle a trouvé ça tellement génial pour elle qu'elle s'est formée à ça, elle s'est certifiée à ça. D'accord. Et maintenant, elle anime ça également. Donc, je dis, bon, elle le fait en Suisse, mais elle va le faire en Belgique. Tout à coup, si ça peut être intéressant, je donne volontiers ses coordonnées aussi. Ah, mais carrément. Ah ouais, parce que vraiment, je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Les filières traditionnelles d'encadrement, on va te faire des questionnaires, des machins, des trucs, ça reste un peu trop mental, à mon avis. Ouais. Où on part trop du connu, parce que parfois, on part dans la vraie direction, elle est complètement différente à celle que j'ai choisie jusqu'à présent. Et après, il va vraiment faire un plan pour mettre ça en place, et ça ne veut pas dire qu'une fois que ça doit se faire brutalement, ça peut se faire vraiment dans un rythme avec un plan B également, si ça marche pas comme je veux. Donc je trouve que c'est bien foutu en tout cas comme truc là, et ça permet et de mieux se connaître et vraiment de toucher vraiment, ça part vraiment d'une meilleure connaissance de soi pour pouvoir après aller créer quelque chose. D'accord, c'est génial. Franchement, je valide complètement ce côté. On trouve ce qui nous fait vibrer, et après on construit un plan pour exercer un métier là-dedans. Et après, justement, les gens ont besoin peut-être de coachs comme toi pour justement continuer de coacher, vraiment qu'ils puissent rester dans cette vibration
Parce que quand on a cette vibration élevée, il y a tout qui suit, quoi. On trouve les bonnes personnes, tac, tac, alors que quand on est dans la peur, on a des vibrations basses, puis là, c'est la galère, il faut se battre, et puis c'est compliqué, puis on a envie d'arrêter, tu vois. Ouais. Et c'est là, je pense, que le rôle du coach est vraiment important pour soutenir la personne, que les personnes ne se sentent pas seules. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Christian pour toutes tes réponses. Avec plaisir. Avec plaisir.